Bon, chers collègues, la séance est ouverte. On peut commencer. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale qui se déroule à la fois en présentiel et par visioconférence et qui fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale. La vidéo sera ensuite disponible à la demande. La réunion d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation du rapport d'information sur la situation démographique des Outre-mer et le maintien des forces vives. Ce rapport a été décidé il y a plus d'un an au vu de la situation démographique difficile de certains de nos territoires comme les Antilles, Wallis et Futuna ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, qui perdent des habitants depuis plusieurs années. Il a été confié à trois rapporteurs, nos collègues Elie Califère, député de la Guadeloupe, Michael Seo, député de Wallis et Futuna, et Giovanni William, député de la Martinique. Ce rapport a connu les mêmes vicissitudes que celui sur l'avenir institutionnel des Outre-mer, qui vous a été présenté la semaine dernière. La dissolution de l'Assemblée nationale a interrompu les travaux déjà bien avancés de la mission d'information. Les trois rapporteurs ayant été réélus, la délégation a décidé en octobre 2024 de les renommer sur le même sujet pour qu'ils puissent poursuivre et achever leurs travaux. Puis, la censure du gouvernement Barnier en décembre a encore retardé sa présentation dont la date avait pourtant été fixée. Ces multiples retards ont au moins eu un avantage, ils ont permis d'intégrer in extremis les derniers résultats démographiques publiés par l'INSEE début 2025. Le sujet est d'importance tant nous avons depuis le XVIe siècle et le philosophe Jean Baudin qu'il n'y a richesse que d'hommes. Votre rapport présente les évolutions des populations de chaque territoire ultramarin en explosion démographique pour certains et baisse de la population pour d'autres. Dans cette dernière hypothèse, qui concerne notamment les départements antillais, un fort vieillissement de la population s'accompagne d'un nombre élevé de départs, principalement des jeunes. Mais ce que votre rapport met en lumière avec justesse, c'est que les départs ne concernent pas que les départements en décroissance démographique, même si en expansion comme la Guyane assiste au départ d'une partie de leur jeunesse. Vous analysez les raisons de ces départs et vous citez les témoignages parfois émouvants de ces jeunes que vous avez rencontrés, qui ont quitté leur territoire ou qui réfléchissent à le faire. Vous apportez également des réflexions de ceux qui ont fini par rentrer au pays après un séjour dans l'Hexagone ou à l'étranger et qui présentent les difficultés de tous ordres auxquelles ils ont été confrontés. Au final, vous proposez 48 préconisations pour tenter de maintenir ou de faire revenir ce que nous appelons les forces vives, c'est-à-dire une jeunesse entreprenante et dynamique qui se sont parfois à l'étroit dans nos territoires. Sans plus attendre, je vais donc vous laisser présenter votre rapport. Chers collègues Califère, Seo et William, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de saluer l'ensemble de nos collègues députés présents cet après-midi et aussi, bien sûr, remercier et féliciter l'administration de la délégation aux Outre-mer et en particulier Gabriel Livnet qui nous a accompagnés dans nos périples à travers les territoires ultramarins. Merci pour cette présentation et il faut saluer aussi nos collaborateurs qui nous ont aussi accompagnés et qui ont contribué fortement à l'édification de ce rapport. Je ne reviendrai pas sur disons, le président l'a indiqué fortement, c'est ce qui a le retard, les conséquences de ce retard-là. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que le rapport aborde conjointement les problématiques de la démographie et du maintien des forces vives, car ces deux notions sont intrinsèquement liées. En effet, le départ des forces vives et le vieillissement accéléré de la population affectent de manière profonde la démographie ultramarine et c'est ce qui nous inquiète quelque peu. La première partie du rapport d'approche scientifique, un peu technique, analyse en détail les données démographiques et bien sûr leurs implications. La seconde partie, plus thématique, s'intéresse au phénomène du départ des forces vives et à ses conséquences. Le vieillissement est un phénomène mondial qui n'épargne pas la France. Il touche particulièrement certains territoires ultramarins, où ce mouvement est encore plus marqué en raison du départ des jeunes et du ralentissement de la natalité. Cette situation amplifie les déséquilibres socio-économiques et rend d'autant plus nécessaires les politiques visant à maintenir les forces vives et à inverser les dynamiques démographiques négatives. C'est ce que nous avons voulu voir et analyser afin d'anticiper, car il s'agit de mettre en place des politiques publiques énergiques et innovantes. Regardons tout d'abord l'enjeu démographique ultramarin au sens des territoires.
les particularités ultramarines. Les territoires d'outre-mer français présentent une grande diversité démographique, souvent marquée par des enjeux distincts de ceux de la France hexagonale, on le sait. On observe deux tendances principales. Le président l'a dit à l'instant, dépeuplement de certaines régions comme Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin, qui subissent une baisse de natalité et une émigration importante. À l'inverse, nous avons des territoires qui connaissent une croissance rapide, comme Mayotte et la Guyane, une croissance démographique due à une natalité élevée, un allongement de l'espérance de vie et un solde migratoire positif. S'il faut comparer avec la France hexagonale, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La hausse des naissances, bien que la hausse des naissances soit un phénomène national, moins 6,6% en 2023 et moins 2,2% en 2024, la population hexagonale n'a jamais diminué, contrairement à certains territoires ultramarins. De plus, la France hexagonale n'est pas confrontée à un solde migratoire négatif, ça c'est important, car certains DROM, eux, connaissent un solde migratoire négatif, mais massif. L'outil qui permet de mesurer tout ça, bien sûr, c'est le recensement. Et là, c'est un véritable défi sur nos territoires. Le recensement en Outre-mer rencontre des obstacles spécifiques, mais il est aussi contesté par bon nombre d'institutions et surtout par les élus. On constate quoi? Un manque de fiabilité des données. En Guyane et à Mayotte, le recensement est compliqué, vous le comprendrez aisément, par l'habitat informel, l'immigration clandestine et des méthodes jugées inadéquates. À Mayotte, la population officielle était de 256 618 habitants selon l'INSEE, mais d'autres estimations, et pas des moindres, comme celle de la Cour des comptes, évoquent 400 000 habitants. En Guyane, des variations importantes comme la diminution à Maripasoula qui passe de 13 227 en 2017 à 9 177 en 2024, ça interroge et ça suscite des critiques. Bon, nous avons un rythme de recensement qu'on peut qualifier dans ces territoires d'inadapté. Le recensement quinquennal n'est pas suffisant pour des régions à croissance rapide. Les élus demandent des relevés tous les 3 ans, les 2 ou 3 ans. Sans aller plus loin, la recommandation qu'on fait là tout de suite, c'est la création de directions régionales de l'INSEE pour Mayotte et la Guyane et un audit des méthodes de recensement pour garantir leur adaptation aux spécificités locales. Les enquêtes migration, famille et vieillissement, ce sont des enquêtes dont l'objectif est d'analyser et d'approfondir les connaissances relatives aux mutations socio-démographiques et dans chacune des territoires, natalité, lieu de naissance, ressources, mode de vie, changements familiaux. Ces enquêtes lancées en 2009 et actualisées en 2020-2021 permettent d'approfondir les dynamiques socio-démographiques des DROM. Cependant, Mayotte n'a bénéficié que d'une seule enquête, 2015-2016, rendant urgente une nouvelle étude. Démographie, parlons de la démographie par territoire. Regardons les principaux indicateurs démographiques. C'est la naissance et mortalité, solde naturel, solde migratoire. Naissance et mortalité, la natalité baisse globalement dans tous les territoires, souvent en dessous du seuil de renouvellement des générations. 2,1 enfants par femme, tandis que la mortalité augmente en raison du vieillissement. Le solde naturel, lui, il reste positif en Guyane et à Mayotte, mais devient négatif en Martinique et en Guadeloupe. Le solde migratoire négatif dans la plupart des territoires, sauf à Mayotte, où l'immigration compense les départs. Analyse territoire par territoire. Nous avons des informations le rapport fourmille d'informations, mais on va essayer d'être assez succinct rapidement dans cette présentation. Regardons la Martinique et la Guadeloupe, qui présentent un déclin démographique marqué, mais même très marqué. Population 2022, Guadeloupe, 383 569, moins 0,5% par an depuis 2012. Martinique, 361 019 habitants, moins 0,7% par an depuis 2016. Taux de fécondité Guadeloupe, 1,88 enfants
par femme contre 2,17 en 2012. On rappelle que la France, c'est 1,79. Martinique, c'est 1,66 enfants par femme contre 1,91 en 2012. Nous avons aussi un vieillissement de la population, on l'a dit. En Martinique, plus d'un tiers des habitants a plus de 60 ans. Et ça interpelle. Le sol migratoire, forte émigration des jeunes adultes, moins 2100 habitants par an en Guadeloupe, c'est comme l'équivalent de la population de Saint-Louis de Marie-Galante qui s'en irait. Et en Martinique, moins 3040 habitants en 2023, c'est comme la population du Marigot qui s'en irait et qui quitterait la Martinique. À l'inverse, Mayotte connaît une explosion démographique. Population 2022, 329 282 habitants, plus 3,8 par an. Taux de fécondité, 4,5 enfants par femme en 2023, malgré une légère baisse en 2021. Problèmes sociaux, ça induit bien sûr des problèmes sociaux qui se posent avec une acuité particulière. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'habitat informel en forte expansion, on l'a vu avec le cyclone Chido. L'âge moyen de la jeunesse est 23 ans, avec 50% de la population ayant moins de 20 ans. Regardons le cas de la Guyane, qui connaît aussi une forte croissance liée à l'immigration. La population en 2022, 288 382 habitants, plus 0,9% par an. Le taux de fécondité, 3,32 enfants par femme en 2023. Le sol migratoire négatif, moins 3 970 habitants en 2023, mais compensé par un sol naturel largement positif de plus de 6 460 habitants. Un territoire jeune aussi, 48% des habitants ont moins de 25 ans. La Réunion, elle connaît une croissance modérée. Population en 2022, 896 000 habitants. On devait même ajouter 896 175 habitants, plus 0,5% par an entre 2016 et 2022. Taux de fécondité, 2,28 enfants par femme en 2023, contre 2,37 en 2022. Le vieillissement de la population, 21% des habitants ont plus de 60 ans. Regardons Wallis et Futuna qui connaît un déclin démographique alarmant. Population en 2023, 11 620 habitants, moins 25% en 20 ans. Un taux de fécondité de 1,7 enfants par femme, très faible. Un sol migratoire départ, on reconnaît là, on analyse, on observe un départ massif des jeunes, notamment vers la Nouvelle-Calédonie. Une situation particulière. En Polynésie française, ralentissement de la croissance. Population 2022, 278 786 habitants, plus 1% sur 5 ans. Taux de fécondité, 1,8 enfants par femme en 2022. On observe un solde migratoire déficitaire, moins 600 habitants par an, surtout ces jeunes 18-25 ans. La Nouvelle-Calédonie connaît une décroissance qui persiste. Population en 2023, 268 500 habitants, moins 0,5% par an. Taux de fécondité, 2,0 enfants par femme. Un sol migratoire déficitaire de moins 3 200 en 2022, qui serait accéléré en 2023. Les dynamiques générales observées et qui inspirent une grosse inquiétude, c'est le vieillissement accéléré, on l'a dit, en Martinique, en Guadeloupe. La Martinique est devenue la région la plus âgée de France. Et en Guadeloupe, la part des plus de 60 ans est passée de 21% en 2013 à 30% en 2023. Le départ des jeunes, c'est surtout une fuite des forces vives dans la majorité des territoires. En Guyane, à Mayotte, des jeunes quittent aussi pour des études et pour un emploi. Il y a aussi l'immigration on va dire, qui affecte Mayotte et la Guyane, liée aux crises dans les pays voisins, mais aussi une immigration qui est très mal gérée. 75% des nouveaux nés à Mayotte ont une mère étrangère, ce qui pose un gros problème de cohésion sociale et de vivre et de bien vivre ensemble.
Regardons tout de suite les conséquences socioculturelles de ces fortes variations de population ultramarine. Nous disons tout de suite que, on le sait, nos civilisations, qui sont des civilisations très jeunes, ont pris un certain temps à se construire et, on pourrait le dire, sont menacées. Nous avons des conséquences qui sont importantes pour la survie de nos cultures. On sait le rôle joué par notre culture dans la résilience de nos populations qui ont été, on le sait, presque toutes esclavagisées. Les territoires ultramarins subissent des défis liés à leur identité culturelle, notamment à travers la pratique de la langue créole locale. En Guadeloupe, 91% des habitants considèrent le créole comme essentiel à leur identité, mais seuls 17% l'utilisent comme langue usuelle. Le chiffre tombe à 6%, c'est les 18-24 ans. Et on sait la force de la langue dans l'épanouissement de la population. En Martinique, la situation est encore plus préoccupante. Le créole est la langue usuelle pour 9% des natifs et seulement 3% des 18-24 ans la pratiquent, bien que 80% déclarent l'utiliser régulièrement. Il y a aussi une perte des traditions et souvent des antagonismes dans les pratiques culturelles qui peuvent gêner telle ou telle population arrivée tout récemment sur nos territoires. Impact démographique sur les services publics. L'exemple de l'école, réduction des effectifs scolaires en Martinique et en Guadeloupe, la baisse de la population entraîne des fermetures des classes et suppression de postes, c'est encore l'actualité. En Guadeloupe, 107 postes d'enseignants devraient être supprimés à la rentrée 2024, 52 dans le primaire, 55 dans le secondaire. Conséquence de ces suppressions, ce sont des faibles résultats scolaires dans ces territoires, des décrochages scolaires importants et, disons, un déclassement de ces territoires-là au classement national, ce qui est particulièrement préoccupant. Des difficultés aussi de recrutement. Les rapporteurs demandent un moratoire sur les fermetures de classes tant que les soldes naturels et migratoires restent négatifs pour éviter une spirale démographique négative. La croissance démographique en Guyane et à Mayotte. Ces territoires jeunes et en forte expansion rencontrent des défis majeurs. Mayotte, naissance 10 278 enfants en 2023, soit 28 enfants par jour, qui posent de gros problèmes, on va dire, dans les maternités et dans le suivi de ces naissances. Une augmentation annuelle des effectifs de 12,4% par an. Bien sûr, vous comprendrez aisément, les infrastructures sont insuffisantes, les classes dédoublées avec des cours en alternance, ce qui compromet la réussite scolaire, une paupérisation, dirons-nous, intellectuelle et éducative. En Guyane, certaines communes, c'est le cas particulièrement de Saint-Laurent-du-Maroni, connaissent des taux d'occupation scolaire de 140% et même à 150%. La ville consacre un tiers de son budget aux écoles et construit des établissements précaires, type Algeco, par manque de moyens. Ce sont des préoccupations qui sont mal appréciées par les autorités hexagonales, ce que nous disait Madame le maire Sophie Charles. Les deux territoires font face à une pénurie de personnel enseignant et qui ne sont pas formés, bien sûr, aux particularités locales. Des problèmes d'insécurité, des surcoûts de sécurisation des établissements et bien sûr des coûts budgétaires insupportables. Quid de la réussite pédagogique de nos enfants quand la culture de ces enfants-là n'est pas connue par l'enseignant qui arrive? Regardons rapidement les causes du départ des forces vives. Que nous disent nos auditions? Un manque d'opportunités professionnelles. Les économies ultramarines sont souvent plus restreintes et moins diversifiées que celles de la France hexagonale, donc peu d'offres en adéquation avec les formations, donc les jeunes s'en vont. Les secteurs d'emploi sont saturés, les jeunes diplômés ne trouvent pas d'opportunités correspondant à leur niveau de qualification, donc ils s'en vont. Accès à l'éducation et à la formation, les étudiants quittent souvent les Outre-mer pour poursuivre leurs études dans les universités hexagonales, car selon eux, l'offre locale est parfois limitée ou spécialisée dans des domaines particuliers. Ce qui fait que parfois, ils quittent, et souvent, et même trop souvent à nos yeux, ils quittent nos territoires. Les conditions de vie, des défis structurés comme un coût de vie élevé, un logement difficile,
une mobilité qui pose problème. Il y a aussi l'offre culturelle aussi qui est évoquée comme étant insuffisante. Et tout ceci incite nos jeunes à chercher de meilleures qualités de vie ailleurs. Et il y a aussi la recherche de perspectives élargies, l'attractivité de l'Hexagone, de l'étranger. Ils veulent connaître ailleurs autre chose. Ils veulent aussi connaître des carrières pour leur carrière et surtout, ça c'est important, les rémunérations dans nos territoires seraient très faibles et pas attractives du tout, et si bien que nos enfants quittent ce territoire-là. Il faut donc là aussi porter une attention particulière à la rémunération de nos diplômés. Certains veulent élargir leurs horizons, on l'a dit tout à l'heure, voyager, bénéficier de réseaux plus étendus dans leur domaine, peut-être et parfois revenir. Sauf que lors d'un petit sondage dans une classe de lycéens, il n'y a pas beaucoup qui voulaient revenir. Nos territoires connaissent aussi, et les causes des départs, ce sont des difficultés sociales, un taux de chômage élevé, une insécurité aussi qui est parfois évoquée, notamment chez les jeunes, des inégalités sociales et perception de blocage de l'ascension sociale. On l'a dit, problème de sécurité, voilà. Et problème d'offre culturelle, on l'a dit aussi. Quelles conséquences de ces départs des forces vives? Un affaiblissement du capital humain local, perte de jeunes diplômés et de travailleurs qualifiés, cela réduit le potentiel de développement économique. Nous avons une espèce de pente vertigineuse qui plonge le pays dans la précarité, dans la pauvreté. Seuls ceux qui sont peu diplômés demeurent sur le territoire. Ça pose un problème de développement. Cela crée un déséquilibre entre les compétences nécessaires localement et celles disponibles. Il faudrait une vraie étude de l'IDH en Outre-mer. Vieillissement de la population, les conséquences de ce vieillissement, les autres touchent particulièrement les jeunes actifs, laissant derrière eux une population vieillissante avec des besoins croissants en services sociaux et en santé, et aussi en services médico-sociaux. On va parler de la fragilisation de l'économie locale, la fuite des talents, on l'a dit un peu, et des entrepreneurs. L'innovation et la diversification économique ne se fait pas, ce qui plonge ces territoires-là dans un sous-développement. Les investissements dans l'éducation locale ne bénéficient pas directement au territoire, car une frange de la population quitte le territoire assez rapidement et surtout pour s'installer pour la Guadeloupe et la Martinique parfois au Canada. Nous avons aussi une perte d'identité culturelle et on sait que l'identité culturelle est un facteur, on va dire, d'intégration et de résistance, on l'a dit, et de résilience chez nous. La migration d'un grand nombre peut affaiblir les pratiques culturelles et les traditions locales. On assiste aussi, du fait de ce départ des forces vives, d'une dépendance accrue à l'Hexagone, incapacité à retenir les forces vives. Cela renforce la dépendance économique, sociale envers l'Hexagone. Nos territoires connaissent de gros problèmes, disons, dans leur voie, dans leur orientation, de leur développement. Un peuple qui ne connaît pas et qui ne reconnaît pas, qui ne se reconnaît pas, ne saurait s'épanouir, affronter les changements qui s'imposent à lui. Nous devons donc à l'instant parler de Wallis et Futuna qu'on n'oublie pas. Bon. Et qu'on verra avec les autres collègues, mais parlons des solutions rapides, des solutions possibles pour limiter ces départs. Le rapport fourmi de résolution et de recommandations, nous avons identifié quelques solutions possibles. L'une d'elles serait l'amélioration des infrastructures de l'économie locale, diversifier l'économie pour créer davantage de débouchés professionnels et surtout faire en sorte que notre ingénierie qui se trouve à distance puisse revenir. Le développement de l'enseignement supérieur, et là, en dépit des classements que pourrait obtenir l'Université Antilles, nos enfants, nos étudiants ne semblent pas trop bien connaître l'actualité de nos universités. Donc, il faudrait renforcer l'offre universitaire et technique dans les Outre-mer pour répondre aux besoins locaux et nationaux et assurer, bien sûr, une meilleure communication de nos résultats, de nos filières, pour permettre à nos jeunes de se maintenir sur nos sols.
soutenir l'entrepreneuriat, créer un environnement favorable à la création d'entreprises, notamment pour les jeunes diplômés. Donc, ça veut dire créer, disons, des banques d'initiatives qui permettraient d'accompagner ces jeunes-là. Quatrième solution possible, c'est la valorisation des atouts des territoires. Investir dans les secteurs porteurs comme le tourisme durable et surtout faire en sorte que notre biodiversité qui fait la richesse de la France puisse faire la richesse de nos territoires et dans des études scientifiques, pharmacologiques, on va faire en sorte que ce soit une source de richesse et de développement pour nous, et surtout les énergies renouvelables, la géothermie pour certains, et comment dirais-je, tout ceci pour attirer de nouveaux talents et maintenir une haute technicité sur nos territoires. Le rapprochement des ultramarins expatriés. Il y a quelques initiatives qui sont mises en place pour encourager le retour des ultramarins en termes, disons, d'offres d'emploi et en termes de réinstallation avec la DOM, mais aussi la Martinique qui fait un travail pour aider au retour et à la réinstallation. Si j'ai quelques minutes encore, je pourrais simplement dire que, pour parler de la recommandation 9, qui dit quoi? Inclure dans le calcul de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, la DACOM, un critère relatif à la part des personnes âgées de plus de 60 ans dans la population communale. C'est important car les dépenses des départements sont des dépenses qui deviennent rédhibitoires et peu supportables par les départements. Et nous avons une recommandation numéro 3 en Guyane, comme dans les territoires forte expansion démographique, procéder à un recensement intégral tous les 2 ans ou 3 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je pourrais vous dire que parler de la recommandation numéro 17, développer sur les réseaux sociaux à destination des jeunes une communication institutionnelle mettant en valeur les atouts de leur territoire, faire en sorte qu'ils connaissent et reconnaissent leur territoire comme un territoire en devenir à fort potentiel. Voilà, mesdames, messieurs les députés, les éléments que je me devais vous rapporter. Mes collègues CO et William, que je remercie et que je félicite, feront le reste là. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci, cher collègue Elie. Et nous sommes désemparés, nous allons passer la parole au collègue CO pour sa partie concernant le rapport. Bonjour à tous. Je veux dans un premier temps remercier René Carlet et Gabriel Livnet pour le travail accompli, ainsi que mes collègues et leurs collaborateurs pour leur implication dans cette mission. Je veux aussi m'excuser parce que je n'ai pas pu accompagner mes collègues lors de la mission, vu les difficultés de déplacement depuis Wallis, à part les 26 heures ou 28 déjà obligatoires donc, pour rejoindre Paris. Donc je tiens à m'excuser par rapport à ça. Wallis et Futuna souffre de son isolement. Cet handicap est partagé par toute la population, les élus, mais aussi, comme il est indiqué, les élèves, les étudiants et les malades. Nous avons plus au mieux que 2 avions par semaine pour sortir du territoire et la liaison interne entre Wallis et Futuna est très aléatoire. Il nous faut aujourd'hui pratiquement 30 heures pour rejoindre l'Europe. Surtout, le manque de régularité des vols fait peser une incertitude sur chaque voyage. Un salarié, un étudiant ne peut accepter cette aléa. À cela vient s'ajouter le fait que nous sommes cachés derrière la Nouvelle-Calédonie. Donc la crise qui s'y est développée
nous a isolés après celle du Covid. Et Wallis et Futuna sont les victimes collatérales de la crise calédonienne. Sur place, nos étudiants ont été au milieu du brasier, tout comme nos malades. 2024 a été l'expression la plus éclatante des entraves que nous devons combattre. Notre petite taille et notre isolement sont très conséquents. Y retrouver les principes qui ont gouverné mes amendements dans les derniers budgets et la proposition de loi organique que j'ai souhaité voir aboutir. Ce rapport pointe, pour ce qui concerne mon territoire, le manque de travail et donc nécessairement la détresse sociale. Oui, plus de 700 familles sont privées de revenus et n'ont pas de travail. En premier lieu, c'est la cause de la chute de la population à Futuna comme à Wallis. C'est la raison pour laquelle j'apporte une importance essentielle à la proposition 10 et m'emploie à y apporter une réponse. Oui, créer une aide sociale contre la grande pauvreté à Wallis et Futuna est indispensable. De même, j'ai déposé dans les derniers budgets des amendements dans le budget de la santé, notamment pour installer à Futuna un hôpital capable de suivre les parturiantes. Aujourd'hui, une femme enceinte est obligée de quitter Futuna 3 mois avant la date prévue de l'accouchement, avec les conséquences que cela a sur la vie familiale. Ces impératifs limitent la volonté d'avoir plusieurs enfants. Donc, la recommandation 11 est essentielle. À la suite, je peux témoigner de la difficulté à suivre la recommandation 12 qui vise le suivi des étudiants. Le territoire dispose à Paris, à Nouméa, à Papeete, de délégations dont c'est une des missions. La vérité oblige à dire que ce suivi consiste le plus souvent dans des interventions d'urgence et que les jeunes sont trop heureux de jouir d'une liberté qu'ils ne connaissent pas. De même, je veux pointer la limite de la proposition 13. La revalorisation de la prime à la création d'emplois est indispensable. Mais prime tient 1 an, au mieux 2 ans, et après, il n'y a plus rien. Il faut s'assurer de la sortie de la prime. Enfin, le RSMA est une réussite. Oui, il faut pouvoir y avoir accès plus facilement et en plus grand nombre. La proposition 14 est importante. Je continue à la défendre régulièrement. Par ailleurs, je ne peux que me retrouver dans des nombreuses problématiques évoquées aux Antilles, dans les petites îles. Je souligne quelques-uns de ces aspects, celui de la santé et de la télémédecine. C'est un apport essentiel, mais il convient d'y apporter de la rigueur. Pour ce qui nous concerne, souvent l'étape suivante de la télémédecine est une évacuation sanitaire sur l'Hexagone, avec toutes ses conséquences. Il est difficile de gérer les évasans de plus en plus nombreux. Ces données n'incitent pas au retour. La diminution de l'aide informelle, c'est la coutume. Elle est une force du territoire et c'est son fondement culturel. La crise en Calédonie est une donnée nouvelle. Même si nous ne pouvons encore chiffrer le nombre de retours, nous en constatons, mais ne pouvons en prendre toute la mesure. Une certitude, il n'y a pas de travail pour ces rapatriés et pour eux, il n'y a pas d'aide au retour. Je ne cesse de questionner le gouvernement à ce sujet, sans réponse à ce jour. Il faut également s'interroger sur un dilemme. Faut-il mieux favoriser les CIMM ou le travail pour rester au pays? Pour moi, ces derniers sont une priorité.
De même, concernant les concours, quelle dimension donner à la préférence locale? Dans ces deux dernières remarques, force est de constater qu'il n'est pas aisé d'accorder la loi avec mon ressenti. Pourtant, je le souhaite. Il faut aider nos jeunes présents sur le territoire. Il faut aider ceux qui présentent des concours, leur permettant de travailler dans leur territoire. Pour conclure, je remercie pour l'éclairage très pertinent que ce rapport sur mes îles si souvent ignorées. Merci. Voilà. Donc, mes chers collègues, malheureusement, nous allons suspendre la séance dans la mesure où nous allons voter, nous allons passer au vote solennel. Très bien. Et puis, ensuite, le président reprendra les travaux après. Voilà. La séance est donc suspendue.
Bon, chers collègues, on reprend la réunion de la délégation. J'espère que tout le monde a pu avoir le temps de voter en séance. Et donc nous reprenons. Donc je sais que c'est le collègue CEO qui avait fini son intervention. Donc on passe aux questions, si je ne me trompe pas. Ah, pardon, collègue William, je crois que tu étais déjà exprimé. Mais excuse-moi, cher ami. Donc, mes collègues William, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, bien évidemment. Vous savez, ce retour qui est voulu se heurte à différents facteurs contraignants qui sont liés au manque d'attractivité des territoires, au coût aussi du retour au pays, dont le coût moyen, et on ne parlera que de billets d'avion, est entre 2 000 et 4 000 euros, au coût de la vie sur place, à la difficulté de réorganiser sa vie, se loger, trouver des places en crèche, obtenir des prêts bancaires, je ne vous apprends rien. Et donc l'erreur ici, c'est de conclure que tout finalement reposerait sur des considérations financières par contre, parce que loin de là, et après nous être déplacés ou retournés dans nos territoires respectifs, donc en Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin, en Guyane, après avoir échangé avec cette jeunesse, après avoir échangé avec des professionnels de la formation notamment, avec des institutionnels, nous regrettons l'absence d'une politique globale et efficace de retour au pays. Ça, c'est factuel. Donc nous portons premièrement le constat de dispositifs qui sont finalement compilés, qui sont répartis entre différents interlocuteurs, qui eux-mêmes ne communiquent pas nécessairement entre eux et avec des mesures qui souvent sont réservées à des publics trop ciblés. Donc il faut le dire très clairement, ces dispositifs de continuité territoriale, parce qu'on parle de dispositifs de continuité territoriale également, ne constituent pas des aides au retour au pays, parce qu'on fait souvent l'amalgame entre dispositifs de continuité territoriale et des aides de retour au pays. On va parler donc de l'ADOM. L'ADOM qui propose en réalité aux ultramarins des dispositifs qui sont destinés à atténuer les coûts inhérents à l'éloignement géographique de ces territoires. Ni le passeport mobilité des études, ni l'aide à la continuité territoriale accordée sous conditions de ressources non constituent. Donc, compenser l'éloignement géographique pour accéder aux études et à la formation n'est pas donc impulser une politique de retour au pays. Il faut se le dire. Je vous invite à regarder la question du passeport pour la mobilité des études, dit PME. Et donc, le seul dispositif de retour d'aide au retour qui pourrait y ressembler est inappliqué de point de vue législatif, et ce depuis la loi EROM adoptée en 2017. Donc il s'agissait en réalité finalement d'un bon début. C'est l'article L 1803-2 du Code des transports qui a créé en fait un fonds de continuité pour faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les 5 ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité. Et cette possibilité, finalement, n'est pas connue, très peu connue, et en fait ne semble pas faire l'objet d'une promotion particulière de la part des institutions et notamment de la part de l'ADOM. Concernant maintenant du déficit, très clairement, il faut se le dire, du déficit global d'accompagnement de nos jeunes, nous reconnaissons tout de même l'impulsion portée par le tissu associatif, par certaines institutions qui ont des dispositifs dans certaines collectivités, mais en réalité, ça ne peut pas constituer une politique attendue qui pourrait compenser les effets notamment du fameux Bumidum, tel qu'a été indiqué par le collègue Élie Califère. Et donc je salue l'action menée par ces différentes associations, notamment l'association Alivéré en Martinique, à La Réunion, l'association réunionnais de retour au pays, qui a mis en place une CVTech intéressante pour faciliter un retour assez réussi,
qui n'existe pas dans les autres territoires, donc à voir. Il y a certaines initiatives dans des collectivités. À la collectivité territoriale de Martinique, il y a la maison du retour et de la famille. Malheureusement, nous n'avons pas de retour d'évaluation. C'est un dispositif relativement jeune, mais nous n'avons pas de retour d'évaluation de ce dispositif à ce jour. Donc, ces démarches doivent être saluées et il serait intéressant d'évaluer finalement les résultats pour que les collectivités qui le souhaitent puissent créer dans d'autres territoires des structures similaires. Donc, à l'échelle maintenant étatique, nous avons pu relever certains efforts afin de faire évoluer aussi ces dispositifs de retour au pays. Le plus important, à notre sens, c'est celui du dispositif Cadre à venir qui a été mis en expérimentation en 2023 aux Antilles. Donc on peut considérer qu'il s'agit, un sursaut gouvernemental par rapport à ce qui s'était fait avant, où il y avait un dépeuplement notamment par rapport au Bumidum, puisque ce dispositif prend acte du nombre de départs qui se font et qui a pour objectif d'accompagner un parcours universitaire, professionnel d'étudiants ultramarins à haut potentiel qui vont partir dans l'Hexagone pour y suivre des filières inexistantes ou alors saturées dans leur territoire d'origine. Et il y a, dans le cadre de cet accompagnement, une aide matérielle, donc une aide financière, une aide au déplacement, une indemnité mensuelle, assortie d'un véritable suivi administratif, pédagogique et même psychologique pour ces étudiants. Et nous soulignons que ce public qui reste ciblé, limité, puisqu'il y a des conditions particulières, des conditions administratives très particulières. Donc il devrait être étendu à la Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter de 2025, et nous préconisons l'évaluation du dispositif dans les meilleurs délais afin qu'on puisse accroître ce système. C'est une recommandation 39. Pour achever le diagnostic, il y a un manque, on prend un terme anglais, de driving contre la politique de retour au pays, qui va se traduire en réalité par une carence à agir et qui pourrait, en principe, être résorbée sans grande difficulté. Et nous sommes en droit de questionner, finalement, le volontarisme en la matière. Donc, on a parlé de certains articles du Code des transports, 1803-2, non suivi des faits. L'article 236 de la loi de finances 2024 qui a complété les missions de la DOM en créant un nouveau dispositif, parce qu'on parle de passeport pour le retour. Donc là aussi, nous attendons véritablement des effets. Un versement d'une allocation d'installation pour les anciens bénéficiaires des dispositifs passeport mobilité. Et sa mise en œuvre nécessite l'adoption d'un décret. Nous, députés, nous regrettons très souvent l'absence de décret d'application lorsque les lois sont votées, parce que pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas trouvé de décret d'application à ce jour. Donc tel est le sens d'une recommandation qui est la recommandation 40, à savoir publier le décret d'application. Et ça, normalement, ça doit se faire dans les plus brefs délais. Donc au-delà de l'accompagnement dans des cursus, on va dire, étudiants, nous portons la nécessité d'un nouveau regard sur l'emploi, et le collègue CO a parlé d'emploi, mais d'emploi pour tous. On se souvient encore une fois du Bumidum, donc c'était un assaut véritablement porté sur les forces vives en Outre-mer dans les années 70, qui venait répondre à des besoins très hexagonaux, demande de main-d'œuvre. Et il faut aujourd'hui inverser la tendance. Très clairement, il faut inverser la tendance, prioriser l'emploi dans nos territoires par rapport aux natifs, puisque de prime abord, il y a énormément de difficultés. Il y a des difficultés juridiques aussi, de principes constitutionnels, d'égalité, notamment, s'agissant de la fonction publique, à celui de l'égal accès aux emplois publics. Donc il faudrait écrire plutôt une nouvelle page en rappelant cette histoire qui est la nôtre. Nous avons également relevé la question des CIMM, collègue CO, tu en as parlé, des centres des intérêts matériels et moraux,
avec une demande de réévaluation de ces CIMM, notamment évidemment dans la fonction publique. Donc, doit-on assurer une priorité d'accès aux emplois dans ces territoires par rapport à ceux qui n'en sont pas originaires? C'est une question. Il y a des mesures de préférence locale, finalement, hein, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui peuvent être mises en place, notamment dans les COM dotés d'autonomie, sur la base de l'article 74 de la Constitution. Dans les DROM, certaines mesures relatives à la fonction publique relèvent de la préférence locale, et c'est le cas des CIMM, par exemple. Je vous invite à lire plus explicitement dans le rapport, où on a vraiment explicité les choses. Alors, oui, ces dispositifs qui sont censés favoriser un retour au pays, notamment des fonctionnaires, ils ne sont pas suffisants. Et à titre d'exemple, il y a des éléments, comme le lieu de naissance des enfants ou l'inscription sous les listes électorales, qui ne reflètent pas un attachement à une région de nos territoires dits d'outre-mer, ce qui fait craindre une priorité égale aux fonctionnaires qui n'en sont pas originaires lorsqu'ils sollicitent une mutation dans un territoire ultramarin. Nous avons, nous, députés ultramarins, j'imagine, dans nos permanences, à chaque fois, des demandes, soit de parents ou bien de fonctionnaires eux-mêmes qui demandent des mutations, mais qui n'arrivent pas à en avoir, alors que parfois, leurs époux, leurs épouses, leurs conjoints, conjointes, ont déjà reçu une mutation, alors que leurs enfants sont déjà scolarisés dans nos territoires. Il y a une rupture d'égalité à ce niveau-là, et puis nous-mêmes une rupture sociale, et je dirais même culturelle. Et donc, ça constitue l'une des incohérences qu'il faudrait absorber et faire en sorte de pallier. Je ne vais pas parler encore des CIMM, mais en tout cas, nous connaissons la difficulté, ça fait partie de nos recommandations, à savoir inclure dans les critères des CIMM le fait d'être tuteur ou curateur d'une personne domiciliée en Outre-mer. Parce que nous avons eu aussi ces cas-là dans le cadre de nos auditions. Alors, également, il faut parler quand même des spécificités régionales et la possibilité de mieux valoriser, de transformer en atout ces spécificités, ces réalités, je préfère le mot, nos réalités régionales. Lorsque la langue est une des compétences requises, et je fais appel aux travaux qui ont été réalisés notamment par le collègue Philippe Maillot sur les langues régionales, la langue est une compétence qui est requise pour l'exercice d'un poste et que cela figure explicitement dans l'appel à candidature, son degré de maîtrise peut être pris en compte pour le recrutement. Et nous croyons fortement que ces spécificités doivent être prises en compte et nous recommandons de généraliser les épreuves de langue régionale dans les concours de la fonction publique, notamment celui des IRA. Alors, il y a, je pourrais vous parler des CNAL, c'est-à-dire des concours nationaux à affectation locale. Là aussi, il y a situations pour lesquelles on pourrait apporter une généralisation des CNAL dans certains bassins régionaux, parce que quand on parle des 10 outre-mer, on pense que nous sommes pareils, alors qu'une situation économique, géographique évidemment, et parfois culturelle, parfois même historique, bien, ces situations ne sont pas forcément les mêmes. Quand nous sommes dans un bassin caribéen, ou quand nous sommes dans un bassin de l'océan Indien, les situations sont totalement différentes. Et je vais même au-delà, même au sein même de la Caraïbe, lorsque nous interrogeons un jeune martiniquais, guadeloupéen, par rapport à un jeune de Saint-Martin, il y a des visions différentes également. Un jeune de Saint-Martin, il parle déjà 3 langues. Il parle l'anglais, il parle le français, et puis il a son créole. D'emblée, ça parle un peu plus business. Ça parle un peu plus création d'entreprise. Mais il faut le dire. Alors que, respectivement, et ça c'est par rapport aussi à notre histoire, et au rapport que nous, je vais dire martiniquais, guadeloupéens et sans doute guyanais, nous avons avec la fonction publique, la recherche sera plutôt tournée vers ces métiers du tertiaire. Donc, les rapports sont différents à ce niveau. Et donc, ce que je préconise pour la vision de chacun, c'est qu'on se dise, les Outre-mer, on ne va pas dire que les Outre-mer, c'est un global, non.
il y a des réalités particulières. Sous le CNAL, je vais pas aller plus loin. Sur les IRA, ben, nous n'avons pas d'IRA dans nos bassins respectifs. Il y a un IRA en Corse, me semble-t-il, mais il n'y en a pas dans nos bassins. Et ça, c'est un trou dans la raquette et c'est une recommandation que nous faisons, la création d'un IRA dans un territoire d'outre-mer, qui pourrait être dans un bassin caribéen, dans un bassin de l'océan Indien. C'est une de nos préconisations. Il faut proposer des formations qui correspondent aux besoins des territoires. Là, c'est un gros morceau, parce que au-delà du fait d'identifier des filières en tension, il est urgent d'établir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, fameuse GPEC, pour identifier les cursus à mettre en place, créer du lien entre les universités, entre les grandes écoles et le monde professionnel, à travers des stages, à travers des interventions, et ainsi créer, par exemple, ça c'est ce qu'on a vu, par exemple, une licence liée au métier de la mer. Nous avons salué cette création. Et il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut aussi, à contrario, identifier les filières qui sont sans débouché professionnel et qui ne servent qu'à former finalement des jeunes qui n'auront aucune chance de s'intégrer sur le marché du travail. Il y a des métiers qui sont en tension et que nous savons, les métiers liés au grand âge. Le collègue Califère a parlé de la Martinique comme étant le territoire français le plus vieux de France. Pour autant, il n'y a pas un développement des métiers liés autour de l'aide à la personne, par exemple. Ce qui est, à mon avis, une hérésie lorsqu'on sait le temps que ça prend pour créer une filière, que ça prend pour former et qu'on puisse prendre pour que les jeunes puissent bien travailler sur place. Donc ça fait partie également des recommandations. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle le CREFOP. Je vous épargne le reste, mais le CREFOP, c'est une instance qui ne fonctionne pas. Nous sommes d'accord, Président, qui ne fonctionne pas, qui se réunit et qui a une mission très importante de coordonner, je le lis parce que, de coordonner dans un territoire les politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi pour adapter l'offre de formation. Donc ça revient dans un comité, ça CREFOP, comité régional pour l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelle. C'est présidé conjointement par le représentant de l'État et le chef de l'exécutif territorial. Il résulte également d'un regroupement des organisations professionnelles et syndicales et des organismes consulaires. Et nous avons vu, et ça a été l'aveu aussi de certains représentants d'État, ça ne fonctionne pas. Et ils ne se réunissent pas. Ou alors ils se réunissent très peu et leurs travaux finalement ne sont connus de peu de monde. Donc, ça fait partie aussi des recommandations. Il faut une refondation de ce CREFOP. Et que ce CREFOP soit opérationnel, moins bureaucratique. Président, je sais que ça, tu aimes ce terme, moins bureaucratique et opérationnel. Donc, en conclusion, vous savez, il y a 48 préconisations. Nous relevons que certaines relèvent du domaine législatif, d'autres du domaine réglementaire, donc qui pourraient se régler assez rapidement. Mais il y a aussi des mesures qui doivent faire l'objet d'une véritable politique gouvernementale, volontariste, par le biais aussi de dotations dédiées à la demande dédiée à ceux qui souhaitent rentrer au pays pour pouvoir y travailler, pour pouvoir fonder leur famille parfois, et donc pour pouvoir œuvrer dans le bien de leur territoire. Nous proposons de lancer des états généraux du retour au pays, permettant à tous de signaler, de faire des propositions complémentaires en vue d'une réécriture de la politique nationale du retour au pays et du réinvestissement en compétences. Que vive la jeunesse, mais pas uniquement la jeunesse, parce que ce rapport n'est pas uniquement à destination de la jeunesse, mais pour toutes celles et ceux qui souhaitent rentrer au pays, parce que rentrer au pays est une difficulté. Et je tiens à remercier, en tout cas, les administrateurs,
la délégation et vous, chers collègues, et celles et ceux qui ont pu participer aux auditions qui nous ont apporté leur concours. Merci. Merci, cher collègue William. Alors, les trois co-rapporteurs ont pu exposer le rapport. Alors, je laisse la primauté aux collègues qui souhaiteraient poser la question en premier, s'ils en ont des questions, qui souhaitent. Collègue Bellé, et après collègue Lachaud. Collègue Bellé. Ensuite, collègue Baptiste. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Félicitations pour ce rapport, ma foi, très exhaustif sur la question démographique, évidemment, et le maintien des forces vives dans nos territoires. Je dois dire que je suis interpellée parce qu'à mon sens, peut-être que nous aurions tout intérêt à venir compléter cette analyse des peut-être manquements de politique de natalité adaptée. Nos territoires ne sont pas comme les autres, non seulement en matière de politique de natalité nécessaire, mais également en termes de politique familiale. Nous savons, par exemple, en Martinique, mais c'est également le cas en Guadeloupe, que 48% des foyers sont des foyers monoparentaux. J'ai vu et lu les mesures relatives aux crèches, mais on doit aller au-delà de ça pour s'adapter à la réalité et aux identités de nos territoires. Donc sur ce point, il me semble que des politiques de natalité adaptées, de soutien finalement aussi à la parentalité, de l'image aussi, et ça vous en avez parlé, que l'on donne de nos territoires. Il ne faut pas oublier qu'il y a moins et encore maintenant, il y a beaucoup de parents qui considèrent que le succès, la réussite ne peuvent se faire qu'à l'extérieur du territoire. Bon, ça, c'est une chose qu'il faut casser. Ce qu'il faut casser aussi, c'est cette idée que faire des enfants, c'est un risque, notamment pour nos territoires, alors que ce sont des chances. Il faut donc accompagner ces parfois jeunes mères à une meilleure parentalité et maternité, et parce que l'on sait aussi que la construction sociale chez nous est autour non pas de sociétés matriarcales, mais souvent de sociétés matrifocales, où la mère a une responsabilité très importante dans la construction des foyers. Il y a aussi, de fait, à mon sens, peut-être un aspect autour des politiques culturelles identitaires. Vous avez parlé de la langue. Je serais davantage, et on est en train de travailler dessus, et naturellement, je vous transmettrai les échanges que l'on a pu avoir, mais travailler sur la question de la langue. C'est vrai qu'on prend souvent comme idée de ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de diplômés dans les langues locales. À mon sens, il faut plus de diplômés dans les langues locales, mais il faut surtout plus de cours dans les langues locales. La vérité, c'est que ce qui crée le malaise, et vous en avez parlé, je vous en remercie, sur la difficulté finalement de vivre bien son identité dans son pays, mais également à l'extérieur, c'est le fait que la pratique de la langue est souvent vue comme un handicap, là où, et Giovanni l'a dit, la pratique de plusieurs langues est un avantage comparatif majeur. Or, il faut non seulement qu'il y ait des cours de nos langues, mais il faut qu'il y ait des cours dans nos langues, qui soient des cours de maths qui puissent être donnés en créole ou dans une autre langue locale, des cours de sciences, parce que la maîtrise de la langue doit se faire dans toutes les matières. Et on voit que nos jeunes ici, par exemple, lorsqu'ils arrivent ici, marchent sur un pied et demi et ne marchent pas sur leurs deux pieds, contrairement à d'autres langues plus répandues. J'ai aussi vu dans vos propositions, et je les salue, la mise en place, notamment à Saint-Martin, qui ne bénéficie pas d'université, d'une branche universitaire, à Mayotte aussi, des propositions autour de Crous. Encore une fois, pour accompagner le développement de nos territoires, je crois aussi
qu'il serait nécessaire de maîtriser les langues locales et comme l'a dit Giovanni, peut-être, je vais faire court, peut-être aussi des langues régionales, enfin des langues parlées dans nos bassins de vie, en l'occurrence pour ce qui concerne la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Pour la Guyane, évidemment, le brésilien, mais et l'espagnol. Pour la Martinique et la Guadeloupe, je crois qu'il sera indispensable que très tôt nos jeunes soient aussi, pour être des acteurs économiques performants dans notre bassin géographique, maîtrisent l'espagnol et l'anglais, et que ça se fasse dès le début. Encore une fois, il faut des politiques éducatives qui s'adaptent au territoire, et pour aller plus loin, plutôt que des accords avec l'université de Bordeaux ou de Toulouse, peut-être que des accords avec les universités américaines et caribéennes, et notamment UVI, qui est une très bonne université dans la Caraïbe, seraient plus judicieuses. Parce que ça permettrait en effet d'ouvrir les champs de développement et d'ouvrir les champs de positionnement de nos jeunes au-delà des frontières simplement européennes. Ça doit être un atout, en tout cas vu comme un atout pour la France. Donc je m'arrêterai là, je vous remercie beaucoup. Et puis je tiens aussi quand même, ça c'est une protestation, non, il n'y a pas de dispositif de continuité territoriale. Ça n'existe pas. Pour ce qui nous concerne. L'ADOM, c'est un dispositif d'aide au voyage pour les pauvres. Voilà. Et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Non seulement le dispositif est qu'une aide de voyage pour les pauvres, et dans certaines conditions. Deuxièmement, ça n'est pas une politique publique quand on voit le nombre de personnes que ça touche. Ce n'est plus une politique publique quand on est sur des territoires des pays des océans qui concernent plus de 2 millions d'habitants et qu'on a à peine 3000 récipiendaires par an. Ce n'est pas une politique publique. Bon. Donc les politiques de continuité territoriale, qui n'ont pas vocation à être des politiques assimilationnistes, ce n'est pas la question, mais doivent nous permettre d'avoir des transports et des aides aux transports interrégionaux. Puisque c'est ça, puisqu'on nous considère comme des régions françaises, dans ces cas-là, l'État doit participer à notre capacité de déplacement entre les régions françaises, et donc ça veut dire entre la France, mais aussi entre la Guyane et la Guadeloupe, entre la Guadeloupe et la Guyane et la Martinique, ou la Réunion. Ça me semble être un point aussi très important dans le cadre de notre vision démographique et de notre capacité à nous déplacer sur le territoire national. Merci. Merci, chers collègues. Je ne sais pas s'il y a des qui veulent rebondir. Vous avez 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Merci, Béatrice, pour ces observations et ces remarques. Nous avons vu l'ouverture de certaines universités ou de grandes écoles dans le bassin. Ça commence. Évidemment, ça commence par les grandes écoles françaises. Mais les jeunes sont en demande pour de l'ouverture vers des écoles américaines notamment. Et la difficulté qu'on remarque, c'est qu'il y a, pas malheureusement, parce que c'est de la formation, beaucoup de jeunes qui partent au Canada, mais qui ne reviennent pas. Donc ça aussi, il faut pouvoir faire rentrer. Il faut pouvoir faire rentrer. Et ce qu'on a constaté, c'est que si un jeune part entre 18 ans et 23 ans, il a plus de difficultés à revenir que s'il part à partir de 23 ans, entre 23 ans et 27 ans. Ça, c'est un constat qu'on a pu faire. Excusez-moi, monsieur le rapporteur. Non, pas de discussion, pas de débat. Non, il y a d'autres qui ont pris la parole. Donc, il y a le collègue Lachaud. Ensuite, il y a le collègue Baptiste. Ouais, donc, là, les salons. Donc, chers collègues, il faudra faire commencer vite et court. Pourquoi ? Parce qu'à 17h, il y a une conférence de presse avec les co-rapporteurs. Donc, on est pris par le temps. Je demande de faire précis et court si possible. Merci à vous. Puisque la collègue Bélé a pris tout le temps déjà. Merci, Président. Très rapidement, 3 questions. Première question sur le vieillissement des populations et l'adaptation des moyens d'accueil pour les personnes âgées. J'ai lu dans le rapport, c'était très intéressant, notamment sur la Martinique, le fait que le lien intergénérationnel diminue parce que les jeunes partent du pays et que donc les personnes âgées restent seules. Aujourd'hui, quels sont les moyens que vous estimez nécessaires pour les collectivités locales pour pouvoir régler ce problème ?
et quelle dotation l'État doit-elle leur verser? Première question. Deuxième question, vous avez évoqué un plan de revoir le plan national d'aide au retour au pays. Vous avez évoqué également le fait que pour chaque territoire, la situation était différente. Est-ce que nous avons besoin d'un plan national ou alors de plans différents, territoire par territoire, et si oui, comment? Et enfin, dernière question, vous avez évoqué les filières en tension, les aides à la formation, etc. Quel regard portez-vous sur le service militaire adapté qui est présent exclusivement dans certains territoires ultramarins? Messieurs les rapporteurs. Alors, je vais commencer par la fin, parce que le regard est complètement différencié, qu'on soit en Martinique, qu'on soit en Guyane ou ailleurs. Pour ma part, et j'avais fait voter des amendements, c'était 2022, sur le RSMA et notamment sur la formation professionnelle et en alternance. C'est un outil qui a vraiment permis à des jeunes d'avoir une formation, d'avoir un savoir-faire et un savoir-être. Parce que nous sommes allés au RSMA et c'était vraiment ça, finalement, la marque de fabrique du RSMA, le savoir-faire et le savoir-être. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise, en tout cas, m'ont dit, moi, je peux prendre un jeune qui n'est pas encore formé, mais qui a un savoir-être. Donc ça, c'était une demande. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de positionnement, de point de vue sur le RSMA dans ce qu'il représente. Parce que en tout cas, on nous dit, le RSMA, attention, les jeunes ne sont pas des militaires. Ça, il faut se le dire, ils ne sont pas des militaires. Ils ont une formation avec des préceptes militaires, certes, mais des formations qualifiantes qui leur permettent d'accéder directement à l'emploi. Donc, et ça a bénéficié à beaucoup. Je pense que le co-rapporteur CO peut parler de ça. Deuxième question, le plan territoire par territoire ou plan national. Vous avez entièrement raison. Les territoires sont différents. La politique de l'offre et la demande sont différentes aussi, territoire par territoire. Néanmoins, nous pensons quand même, parce que quand nous avons vu un bassin Guadeloupe-Martinique, il y a des rapprochements. La Guyane, c'est différent, puisqu'il n'y a pas de déclin démographique en Guyane. Ils ne sont pas en déclin démographique. Mayotte non plus. La Réunion, c'est légèrement différent. Saint-Martin, il y a quand même un léger creux. Donc c'est vrai qu'il faut, à mon sens, territoire par territoire, voir justement cette émulation démographique. Et la première question sur le vieillissement de la population, vous avez demandé s'il y avait des moyens spécifiques qu'il faudrait mettre en place. Ben écoutez, en tout cas, les moyens actuels sont insuffisants. Voilà. Les moyens sont insuffisants, d'autant qu'il faut un grand plan sur le vieillissement et surtout par rapport à nos territoires. La Martinique, c'est le territoire le plus vieux de France. Il n'y a aucune politique visionnaire sur cette question-là par rapport à notre territoire, à nos territoires. Donc ça, c'est très important. Et vieillissement de la population, ben, le territoire le plus jeune ultramarin, c'est Mayotte. La Guyane n'est pas très loin, me semble-t-il. Donc il faut des programmes à la carte, parce qu'on ne peut pas considérer la Martinique comme étant similaire à la Guyane. Donc voilà, collègue CO. Le président, c'est toi qui me Merci beaucoup, chers collègues. Par rapport à votre question, je vais faire pareil, je commence par le RSMA. Moi, je parle beaucoup plus par rapport à Wallis et Futuna. Parce que aujourd'hui, je dirais que c'est un moyen très positif pour nos jeunes. Comme on n'a pas de RSMA à Wallis et Futuna, donc ils sont obligés de partir sur la Calédonie. Ils se forment là-bas, c'est vrai, ce n'est pas des militaires, mais ils se forment là-bas et il y a plus de chances d'avoir du boulot en Calédonie qu'à Wallis et Futuna. Donc pour moi, c'est un moyen très positif pour nos jeunes. Sauf que c'est négatif aussi parce qu'ils partent. Donc c'est un très bon moyen pour eux, pour leur avenir, mais pas bon pour la population de Wallis et Futuna. Donc par rapport aux EHPAD, hein, nous on n'a pas d'EHPAD à Wallis et Futuna aussi.
il y avait un projet d'EHPAD, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est plutôt pour favoriser l'aide à domicile. Donc, on est en train de travailler dessus pour pouvoir favoriser les visites à domicile du médecin, des infirmières par rapport Et je pense que c'est une très bonne idée parce que au moins ils ne sont pas désorientés par rapport à leur milieu de tous les jours. Parce que je pense que si jamais il y a un EHPAD à Wallis-et-Futuna, déjà il faut financer, il faut payer tout ce qui est les charges, que de rester chez eux et favoriser les visites à domicile. Aujourd'hui, la population de Wallis-et-Futuna, c'est vrai, on voit que c'est une population qui est très vieille, due au départ des jeunes. Et aujourd'hui, il ne reste que des vieux. Moi y compris. Voilà, merci. Je voulais revenir aussi par rapport à vous, madame. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé de la natalité, de l'accouchement. Ouais. Nous, à Wallis-et-Futuna, on est 2 îles. Donc, nous, à Wallis, on a la chance parce qu'on a l'hôpital à disposition. Mais à Futuna, tout à l'heure, j'en ai parlé sur mon intervention, ils sont obligés de partir 3 mois à l'avance de l'accouchement sur Wallis. Donc, aujourd'hui, s'il y a de moins en moins de natalité à Futuna, je veux dire, c'est parce que c'est une des raisons pour qu'ils ne veulent plus avoir d'enfants pour ne pas partir, laisser toute leur famille à Futuna, leurs biens, et partir 3 mois à l'avance. Donc on a essayé, aujourd'hui, on a eu l'aide du plan Ségur, et on a profité de ça pour pouvoir avoir un hôpital à Futuna qui soit adapté à la population, pour au moins que les femmes puissent accoucher sur place. Voilà. Sur le vieillissement, on parle des personnes âgées, mais je vois le collègue Jean-Philippe est là. C'est sur la question du sport santé. C'est pour ça que j'ai donné ton nom. Pas que tu me dises ou pas dit, machin, laisse ça. Sport santé, parce que là aussi, ça manque énormément. On manque vraiment d'une politique structurante en matière de sport santé. Ça a été évoqué, il y a des propositions qui sont faites, mais le concret n'est pas là malheureusement. Collègue Baptiste, tu as la parole. Collègue Baptiste, 1 minute. Oui, alors je voudrais saluer le travail qui a été fait par les rapporteurs, de la même façon que nous l'avons salué sur l'évolution institutionnelle. Et je disais la dernière fois, et c'est valable aussi pour ce travail, que tout est lié effectivement au projet de développement et à la vision qu'on a pour le territoire. D'ailleurs, le rapport de la dernière fois disait qu'on faisait le constat qu'il y avait, venant de l'État français, un manque de vision et de stratégie. Et moi, j'ai ajouté manque de vision et de stratégie pour le développement de nos territoires. Et donc, ma première question serait justement cela, c'est de dire notamment, parce que moi je fais le lien avec les 2 rapports de toute façon, c'est effectivement que ces rapports aient un vrai impact sur nos territoires en matière de stratégie de développement, bien évidemment. Il y a toute une série d'éléments qui ont été évoqués et qui sont en lien avec la problématique de la démographie. D'un côté, nous avons des démographies, des territoires qui se dévitalisent, comme la Martinique ou la Guadeloupe, par exemple. D'autres, comme la Guyane ou Mayotte,
qui se développent en matière de démographie. Mais on remarque bien qu'il y a effectivement ce paradoxe, par exemple à Mayotte ou à Guyane, où on constate qu'il y a vraiment de grands retards de développement. D'ailleurs, il suffit de prendre l'indice par habitant, en termes de ressources, ce sont les deux territoires qui sont les plus faibles. Mais parallèlement, là où effectivement les territoires se dévitalisent, enfin en tout cas la démographie diminue, on constate aussi que forcément aussi, c'est toujours lié à des problèmes de développement. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour que ces rapports ne restent pas lettre morte, parce que ma question elle est là, c'est véritablement, il y a des préconisations, parce que les constats on les fait tout le temps, c'est qu'il faut véritablement, dans la continuité du premier rapport sur l'évolution statutaire institutionnelle de ces territoires qui, à mon avis, doivent disposer de pouvoirs politiques leur permettant d'avoir des développements économiques qui soient adaptés, étant entendu qu'on a bien vu que découlant de la colonisation post-coloniale, il n'y a pas eu de politique de développement réellement qui permettent non seulement à nos territoires de rester, à nos populations de rester, et on a fait allusion au baby-dom, et je dis toujours que cet argent, effectivement, si on l'avait utilisé pour permettre à nos territoires de se développer et pour permettre effectivement à nos populations de contribuer à ce développement, il y a effectivement la problématique de la formation. S'il faut prendre un exemple, tu as dit qu'il n'y a pas d'IRA, mais même au niveau des concours d'ingénieurs, le seul territoire outre-mer, c'est en Nouvelle-Calédonie, où on peut passer un concours d'ingénieurs. Il y en a 13 en tout, et les 2 autres sont dans l'Hexagone. Donc forcément, derrière cette démarche de développement, il y a autour de ça toute une série de dispositions en matière de formation et permettre effectivement aussi aux populations de pouvoir se former, mais aussi de passer des examens sur place. Donc, pour moi, je reviens sur ce problème fondamental, que ce soit le rapport de la dernière fois sur l'évolution, que ce soit ce rapport aussi sur la démographie, est intimement lié aux politiques qui sont mises en place en matière de développement, et ces politiques ne peuvent être mises en place que par les autorités locales, en tout cas dans un cadre où nous avons cette possibilité de mettre ces politiques, parce que la volonté politique, elle doit venir au niveau local. Merci, cher collègue Baptiste. Collègue William. Rapidement, 30 secondes. La responsabilité, elle est locale et nationale. On ne peut pas toujours dire c'est de la faute de l'État, c'est la faute de l'État. Au local aussi, il y a des choses à faire. Et dans les préconisations, comme tu l'as dit, tout est lié. Entre le premier rapport sur l'évolution institutionnelle et celui-là, il y a des choses qui sont liées à mettre en place. Il y a des choses que le local ne peut pas mettre en place parce qu'il n'a pas de compétences. En matière de santé, la santé, c'est quand même un pouvoir régalien, si je puis dire. Néanmoins, il y a tout de même des liens à mettre en cause sur le local et donc l'attractivité de notre territoire et sur le vieillissement de la population. Donc je te rejoins là-dessus et ce rapport-là doit faire l'objet d'autres préconisations, mais aussi de propositions concrètes. Collègue Machaza. Ah, pardon, collègue Nilor. 30 secondes. Oui, Président, je sais que tu as un problème avec moi et mes prises de parole, mais contrairement aux orateurs précédents, je vais rester dans la limite que tu m'auras fixée. Non, mais il ne m'a pas fixé de limite pour l'instant. J'ai dit 30 secondes. 2 exemples qui montrent tout simplement que parfois l'État participe activement au dépeuplement de territoires comme celui de la Martinique. Le premier, c'est la gestion des lauréats au concours de l'enseignement. Chaque année, c'est plus d'une trentaine de nos jeunes compatriotes, le plus souvent des jeunes femmes, lauréates au concours d'enseignants qui sont obligées de partir à Créteil ou à Versailles. Et quand ils vont à Versailles, ce n'est pas pour mener une vie de château, mais pour rester là bien au moins une dizaine d'années avant d'espérer retourner enseigner au pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui sont en âge de procréer, qui réussissent un concours, qui sont déjà des enseignants contractuels, mais sont quelque part sanctionnés, voient leur vie familiale brisée pour venir systématiquement dans ces académies déficitaires de France. Le deuxième exemple, et c'est peut-être le cas le plus grave, le rayonnement de nos territoires, il passe aussi par l'utilisation qui est faite, les appels qui sont faits à d'autres populations.
à l'université Antilles-Guyane, et notamment à l'université de Martinique, cette année, à partir depuis 2024-2025, une centaine d'étudiants africains, on sait bien que l'avenir, c'est l'Afrique. C'est plutôt vers l'Afrique qu'il faut se tourner si on veut s'arrimer au développement. Une centaine d'étudiants africains ont vu leurs frais d'inscription passer de 300 € à 3 000 €. Vous avez bien entendu 3 000 € rien que pour les frais d'inscription par simple application de la réforme Macron sur les droits d'inscription de ces étudiants-là. Donc, vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ont déjà le prix du voyage, le prix de l'hébergement, etc. Ils ne peuvent pas rester dans le territoire. Donc, c'est encore l'attractivité d'un territoire qui est battu en brèche par des décisions politiques, des décisions publiques qui ne comprennent pas la réalité des territoires. J'en ai terminé. Magnifique, collègue Nilor. Franchement, respect. Une courte réaction, chers collègues, ou c'est bon pour vous? Ok, donc tellement pertinent qu'ils ne peuvent même pas réagir derrière chaque collègue. T'as fait mouche. Non, ils ont dit que c'est très pertinent, donc ils n'ont rien à redire. Est-ce qu'il y a une dernière intervention Est-ce qu'un collègue veut poser une dernière question avant qu'on... C'est bon? Non? D'accord. La dernière fois, c'est le collègue Mathiasin qui avait le mot de la fin et qui a été magnifique lors de la dernière réunion de délégation. Bon, aujourd'hui, il n'est pas enclin à cela. En ce qui me concerne, par rapport aux éléments que vous avez mis en exergue, j'aurais pu dire pas mal de choses. Bon, le temps nous est compté, je ne ferai pas, mais je pense que je vous ferai des remarques directement, chers collègues, parce que, oui, le rapport met en exergue et en évidence un certain nombre de choses, mais il y a encore beaucoup à dire derrière. Ça, on en est conscient. Et là où je rejoins le collègue Baptiste par rapport à son analyse, oui, on peut faire des liens très directs entre le rapport qui est sorti la semaine dernière et celui-ci. Ça appelle nos territoires, intrinsèquement, territoire par territoire, à faire la politique nécessaire effectivement au développement de nos territoires respectifs, mais en lien avec sa réalité démographique, les perspectives qu'il lui donne. Et je finirai mon propos en rejoignant le collègue William sur le CREFOP. J'ai siégé au CREFOP, chers collègues. Je peux vous dire que c'est une nébuleuse, ce truc-là. C'est une fois l'an et les rapports, vous les voyez à peine. Bon, ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment urgence. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans nos territoires respectifs, en tout cas pour le mien, j'en suis sûr, les filières professionnelles qui sont à la main des employeurs, elles ne sont même pas en place. Elles ne sont même pas en place. Donc quand vous voyez que vous avez des syndicats des patrons ou des filières professionnelles qui permettent de dire quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers en devenir, dans toutes ces choses-là ne sont même pas en place, le CREFOP aura beaucoup de mal à fonctionner dans les différents territoires respectifs. Sur ces paroles, chers collègues, alors, le mot de la fin pour le collègue Gosselin. Non, je ne revendique pas. Merci, Président. Je revendique pas. Merci, monsieur. Je ne sais pas si ça marche pour vous, mais c'est pas grave. Ah, c'est parce qu'il y en a un qui est resté où, mais ouais. Oui, je suis désolé, je ne revendique pas le mot de la fin, mais j'étais en séance pour Mayotte, etc., comme tu le sais, Président. Juste une petite question, et peut-être qu'elle tombe à plat, puisque je n'ai pas entendu largement le début. Est-ce que dans les propositions, il y a des éléments qui pourraient être opérationnels assez rapidement et directement, notamment dans l'optique du SIOM? Je ne sais pas s'il se tiendra au mois de mars, comme ça a été envisagé, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a déjà quelques petits éléments qui pourraient être enclenché immédiatement, même si, évidemment, sur la démographie, les effets d'annonce sont plutôt des trucs qu'il faut éviter parce que c'est une politique de moyen et de long terme, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être une accroche? Ça serait le pied dans la porte. Alors oui, bon, je frissonne quand j'entends SIOM maintenant. Je frissonne maintenant quand j'entends le mot SIOM. Sur la formation professionnelle, sur les formations disponibles, sur les formations diplômantes aussi, parce qu'il y a une difficulté entre on va se former, mais on n'a pas de diplôme derrière. Donc ça rejoint sur le vieillissement de la population, évidemment, avec des formations sur l'aide à domicile notamment. Oui, il y a des points qui sont même au-delà du SIOM. On a parlé de décrets d'application qui ne sont toujours pas mis en œuvre. Donc, il y a des choses à faire rapidement. Le SIOM, oui, c'est une politique de moyen et long terme. Mais je t'avouerai, collègue, que je frissonne quand j'entends le mot SIOM. Rassure-toi, collègue William, tu n'es pas le seul à frissonner quand on entend SIOM, mon cher collègue. Donc, mes chers collègues, sur ces belles paroles
On va lever la séance de la délégation de ce jour en remerciant nos collègues et co-rapporteurs CO, William et Khalifer. Et avant que je lève la séance, bien sûr, j'ai oublié le fameux vote pour savoir s'il y a une opposition particulière pour la publication de ce rapport sur notre site. Alors, je vais poser la question. Qui est contre la publication de ce dit rapport? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Je vous remercie, chers collègues. Alors, j'excuse quand même les collègues Khalifer et les autres collègues qui étaient en ligne parce qu'il y a un souci technique. Ils ne pouvaient plus intervenir au niveau de la séance. Et c'est pour ça qu'on ne les a plus entendus. Alors, petit point d'information comme avant qu'on se quitte. Je pars à Mayotte avec notre administrateur René samedi pour 4 jours. 4 jours de déplacement. Suite à la loi votée aujourd'hui et en prévision de la loi qui arrive dans quelques semaines, qui sera beaucoup plus houleuse que ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Donc déjà, il y aura un peu de forte houle le 6 février avec le texte de collègue Gosselin qui arrive dans leur niche parlementaire. Je le dis déjà, chers collègues, il y aura des échanges assez âpres, j'en suis sûr. Donc ensuite, il y aura une communication en ce sens, j'espère, entre le 6 et le 20 février sur la situation de Mayotte que la délégation fera. Derrière, il y a un déplacement, enfin, il y aura une audition qui va être faite le 6 février aussi au niveau de la délégation avec les 2 experts qu'avait nommé le président Macron par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Donc, M. Merle et M. Christnac. Ouais. Donc, à l'époque, c'était collaborateur de Michel Rocard, à l'époque des événements malheureux aussi de la Nouvelle-Calédonie. Donc, la délégation va les auditionner le 6 février. Donc, notez ça aussi dans vos agendas, puisque je rappelle qu'il y a une mission qui va être conduite à partir du 20 février en Nouvelle-Calédonie pour faire le point sur la situation actuelle et quelles sont les perspectives pour l'île par rapport à ce qu'elle traverse. Donc voilà sur les différentes informations concernant les prochaines semaines. Je rappelle quand même qu'entre-temps, René se rendra aussi en Polynésie sur le rapport sur les élections en Polynésie avec la prime majoritaire qui pose discussion sur l'île, en fait dans l'archipel. Donc les collègues polynésiens sont dessus. Et bien sûr, il y a 2 autres missions qui vont être lancées derrière. La mission sur les colis postaux, donc la mission Flash. Et bien sûr, la mission en fait, complète sur la place des Outre-mer dans la diplomatie française et ses conséquences. Donc, on a du boulot en perspective, chers collègues. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis bonne conférence de presse et je vous dis à très vite et portez-vous bien. La séance est levée.